Vous êtes sur Afro-Panorama et vous écoutez Entrevue. Notre invité s'appelle Patrick Mbeko. Il est spécialiste de questions géopolitiques. Il analyse les résultats des élections présidentielles en RD Congo. Bienvenue à tous. Patrick Mbeko, bonjour. Bonjour Magloire. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Son père en avait rêvé, son fils l'a fait. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République en RDC. Comment vous réagissez à ça? Écoutez, ce sont des résultats provisoires, mais nous savons que cette proclamation est le fruit de certaines tractations qu'il y a eu entre lui et le régime de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi est en quelque sorte une nomination, une émanation de la Kabylie, si je peux me permettre de le dire. Et il est triste pour quelqu'un dont le père, bien qu'on ne soit pas d'accord avec lui, bien que je ne sois pas d'accord avec lui sur certaines affaires, avait quand même des principes, et il est triste de voir son fils se livrer à ce genre de comportement, suyant en même temps quand même la mémoire de son défunt père. Du côté de l'UDPS, on affirme que Félix Tshisekedi a battu campagne, il y avait un engouement populaire et que sa désignation à la tête du pays est due au fait qu'il a récolté des voix et non à une quelconque négociation. Lorsque vous dites qu'il y a eu des négociations avec le régime actuel, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez étayer? Non seulement je peux l'étayer, mais moi je l'ai annoncé bien avant. Je l'ai annoncé parce que j'avais déjà des informations qu'il y avait des négociations, mais le jour de la proclamation des résultats provisoires par la CENI, j'ai été en contact avec au moins 4 personnes, dont 3 de la Kabylie, et l'une de ces personnes occupe une fonction, en tout cas très très importante, au cœur du pouvoir congolais, et il était ferme pour me dire qu'écoutez, le chef faisant allusion à M. Kabila, a décidé de désigner M. Félix Tshisekedi comme son successeur. Il a utilisé le mot désigner et je l'ai annoncé sur ma page Facebook. Tous ceux qui l'ont lu ont pu par la suite constater que les choses se sont passées exactement comme je l'ai prédit. Et puis, alors, il faut dire que j'ai écrit en avril 2018 qu'il y avait des tractations et que déjà à l'époque, je définissais Félix Tshisekedi comme étant la carte ultime de Joseph Kabila. Est-ce qu'à votre avis, le pouvoir actuel a jeté son dévolu sur Félix Tshisekedi plutôt que sur Martin Fayulu? Je pense que c'est sur le plan de principe, c'est tactique et stratégique. Le pouvoir sait très bien que Martin Fayulu est intraitable sur un certain nombre de questions, contrairement à Félix qui, lui, n'a pas de principe. C'est quelqu'un qui est porté par le pouvoir, n'est intéressé que par le pouvoir. Et donc, Joseph Kabila s'en est aperçu très rapidement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu des négociations en 2016, négociations qui ont conduit au glissement, au fameux glissement. Et c'est aussi pour cela que Joseph Kabila est revenu à la charge quelques temps après pour obtenir l'assentiment de Félix Tshisekedi à un jeu de chaises musicales dans lequel Félix va être proclamé président et non Martin Fayulu qui est dans la rupture, contrairement à Félix qui n'est pas dans la rupture et qui est ouvert à tous les jours pourvu qu'il arrive à ses fins, c'est-à-dire prendre le pouvoir.
même si ce pouvoir est dépourvu et vidé de toute substance. Vous n'y allez pas un peu fort quand vous dites qu'il n'a pas de principe et qu'il n'est intéressé que par le pouvoir pour le pouvoir? Écoutez, Monsieur Magloire, j'ai l'habitude d'étayer tout ce que je dis. Je dois vous dire que j'ai des discussions avec les proches de Félix. Et il y a des gens qui m'ont fait clairement comprendre qu'ils étaient mal à l'aise avec certaines façons de faire de leur chef qui allaient à l'encontre des principes qu'incarnait son défunt père. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce que tout ce que j'ai dit sur les Tshisekedi et plus particulièrement sur Félix, tout ce que je dis, c'est sans aucune prétention, c'est réalisé. Donc aujourd'hui, je crois que peu de gens vont s'aventurer à affirmer aujourd'hui que Patrick Mbeko est un fabulateur ou quelqu'un qui raconte sa vie. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Et eux, ils le savent, ils savent que j'ai raison. Raison d'ailleurs pour laquelle certains d'entre eux sont en contact avec moi. Les résultats proclamés sont encore provisoires. Ils doivent être confirmés par la Cour suprême. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, pardon. Est-ce que d'ici là, il est possible d'imaginer des revirements? Parce que du côté de Fayoul, on revendique aussi la victoire. Il y a une partie du pays qui n'a pas participé au vote. Est-ce qu'on peut imaginer un changement d'ici là? Ah, on peut en tout cas tout imaginer parce que vous l'avez d'ailleurs très bien dit, il y a une partie du pays qui n'a pas voté, ce qui veut dire qu'il faudra attendre jusqu'à mars 2019 pour qu'on se fasse une idée sur la suite des choses. Ça, c'est par rapport aux élections. Autre chose, c'est que, et vous l'avez encore bien précisé, que Félix, les résultats qui ont été annoncés sont des résultats provisoires. Donc, Félix est un président provisoire. Quand on sait que, bon, là, on va essayer de jouer le jeu de la CNI ou essayer de faire un raisonnement terre à terre. Félix a 620 000 voix de plus que Martin Fayulu. Les régions où l'on n'a pas encore voté, c'est près de 1 300 000 personnes. Donc tout peut changer, tout peut basculer. Maintenant, il y a aussi le jeu du pouvoir, parce que le pouvoir n'a pas propulsé Félix à l'avant-scène pour ses beaux yeux. Le pouvoir va toujours manœuvrer et Kabila, d'après ce que m'a dit un de ses proches collaborateurs, n'a pas encore dit son dernier mot. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Le chef n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, ce qui veut dire que tout peut arriver. Et il ne faut pas oublier qu'il y a cette affaire de diplôme qui plane toujours, de faux diplômes qui planent toujours sur la tête de Félix, que le pouvoir peut aussi utiliser. Il ne faut pas oublier que Martin Fayulu vient de revendiquer sa victoire aujourd'hui, victoire qui semble être confirmée aussi bien par les chancelleries étrangères que par la Cinco. Donc, tout peut arriver à ce stade-ci. Et je crois que Félix Tshisekedi a pu se rendre compte, après la proclamation de sa victoire, que les Congolais n'ont pas embarqué avec lui, excepté peut-être quelques membres de sa tribu, quelques compatriotes du Kasaï. Mais dans l'ensemble, on a observé un silence assourdissant. On a vu la société civile rejeter ces résultats provisoires, ce qui montre que les Congolais, dans leur majorité, ne se reconnaissent pas dans les chiffres, dans les résultats qui ont été avancés par la CENI. Donc, tout peut arriver, tout peut basculer, et surtout si nous rentrons dans une logique insurrectionnelle contre le pouvoir, tout peut arriver, bien entendu. On a quand même vu un certain nombre de manifestations dans les grandes villes du pays, des manifestations de jeux de liesse dans la nuit où on a vu l'annonce de ces résultats. Oui, on a vu des manifestations. Je mets quiconque au défi de nous montrer une manifestation monstre. On a vu des gens manifester la nuit, mais ces gens, pour la plupart du temps, ne dépassaient même pas la centaine de personnes. Ou au plus, on avait peut-être 100 ou 200 personnes. Mais c'est assez étonnant pour une population qui est en rupture totale avec le pouvoir. Donc, voir 100, 200, voire 300 personnes se rassembler à l'annonce des résultats de la CENI est révélateur d'un malaise profond qui ne dit pas son nom. Et tout le monde s'en est rendu compte. Ça me rappelle les élections de 2006 de qui avait opposé Jean-Pierre Bemba Joseph Kabila. Quand on a annoncé la victoire de Joseph Kabila, c'était un calme glacial. Mais dès qu'une rumeur a circulé sur l'élection de Jean-Pierre Bemba,
on a vu le Congo entrer en transe. On a vu la population congolaise entrer en transe. Donc c'est pour dire que les Congolais ne se reconnaissent pas dans ces élections. Et la sortie de la Cinco en dit long, en fait, sur les résultats qui ont été quand même proclamés par la CENI. Oui, il y a des gens qui ont manifesté, mais pour la plupart du temps, et on a pu le constater, ce sont nos compatriotes du Kassai. On ne va pas généraliser parce que tout le Kassai, bien que le Kassai a beaucoup voté pour Tshisekedi, nos compatriotes du Kassai qui sont dans la capitale et dans d'autres régions n'ont pas beaucoup exulté. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a comme élément, en dehors des déclarations de la Senko, pour contester la victoire de Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il y a des éléments probants pour dire qu'il n'a pas été élu? Oui, il y a des PV. Il y a des PV, la Mukana, les chancelleries africaines aussi, parce que la Cinco avait envoyé des éléments aux ambassades étrangères, mais il y a un détail que je veux apporter, que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que certaines chancelleries occidentales ont été en contact avec des agents de la CENI. Est-ce qu'on leur a remis des PV? Je n'en sais rien, mais ce que je sais de source sûre, que des agents de la CENI ont renseigné certaines ambassades étrangères sur la réalité du vote au Congo. Félix Tshisekedi a été beaucoup critiqué après avoir retiré sa signature de l'accord de Genève. Est-ce que finalement, ce n'était pas un pari gagnant pour lui? Non, parce que il est désormais perçu comme un agent ou un allié objectif, ou même voire un allié tout court de la Kabylie. Et deuxièmement, avec les résultats de la CENI, il ne fait l'ombre d'aucun doute que ce monsieur est maintenant, ou on dirait désormais, ou dorénavant doit être considéré comme un agent de la Kabylie qui est dans l'opposition. Souvenons-nous de ce propos de M. Mobak qui disait que le dauphin de Kabila n'est pas Emmanuel Ramazani Tchadari, il est dans l'opposition. Aujourd'hui, force est de constater que, effectivement, ce dauphin semble, je dis bien, être Félix Tshisekedi. Et c'est triste, et pour lui, et pour son parti. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, je peux déclarer sans crainte de me tromper, que c'est la fin de l'UDPS qui est désormais réduite à une affaire familiale, pour ne pas dire tribale. Est-ce que cette affirmation n'est pas un peu caricaturale de dire que l'UDPS d'aujourd'hui, c'est une affaire tribale? Non mais, vous savez, ce sont les Tshisekédistes qui nous emmènent à le croire, mais aussi, je crois que Félix Tshisekedi n'a pas eu le leadership qu'avait son père. Son père, on peut le reprocher bien des choses, mais il avait cette capacité de fédérer autour de lui. Quant à Félix, cela ne semble pas être le cas. Bon, non, la question tribale ne date pas d'aujourd'hui. Rappelons-nous de cette formule de feu professeur Marcel Yao qui parlait déjà à l'époque de coterie tribale. Eux, ils ont connu l'UDPS de l'intérieur. Il y a l'UDPS. Vous savez, il y a une erreur que les gens font souvent. C'est qu'on parle de l'UDPS d'aujourd'hui comme si c'était l'UDPS d'hier, l'UDPS des 13 parlementaires. Non. Il y a eu cette UDPS qui incarnait une véritable opposition et qui était représentatif de toutes les régions du pays. Au fil des ans, l'UDPS, les gens ont quitté ce parti qui est devenu au fil des ans un parti tribal. Mais il y avait quand même des gens à l'intérieur, des gens comme Valentin Moubaké, celui qui était d'ailleurs le directeur de cabinet de feu Etienne Tshisekedi, Albert Moleka. Mais tous ces gens ont été écartés par la famille Tshisekedi pour ne privilégier que les gens de la tribu. Et cela m'a été rapporté par un proche de Tshisekedi qui regrettait cela amèrement et qui disait « Nous allons finir par le faire accuser de devenir un parti tribal ». C'est ce qui est en train de se passer. Et personne ne pourra aujourd'hui contester cela, puisqu'avec la victoire de Félix, on a vu les seuls qui se sont vraiment manifestés, ce sont nos compatriotes du Kassai. Le dire, ce n'est pas passer pour un tribaliste, ce sont des faits. Si l'UDPS a perdu avec ces élections, si Félix Tshisekedi doit passer aujourd'hui pour un allié du régime en place, il a gagné vraiment avec ces élections? Il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est Martin Fayulu qui a gagné ces élections malgré son caractère calamiteux. Les résultats qu'on a actuellement, c'est des résultats plutôt favorables
ou c'est des résultats en demi-teinte? Pour le pouvoir, le pouvoir a été confronté à une réalité qui est que Emmanuel Shadari n'avait pas d'assises populaires, premièrement, et deuxièmement, l'écart entre Fayulu et Shadari, et même avec Félix, était tel qu'on ne pouvait pas l'imposer. Alors, le pouvoir a opté pour l'UDPS, comme j'ai eu à l'expliquer. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer au niveau du Conseil de sécurité. Quelle va être la posture de Martin Fayulu dans les heures et les jours qui suivent? Tous ces éléments vont déterminer la suite des événements. Si nous rentrons dans une logique insurrectionnelle, il est certain que la communauté internationale va réagir, en tout cas une partie de la communauté internationale va réagir, et rien ne pourra, à partir de ce moment-là, garantir que Félix Tshisekedi va rester au pouvoir. Par contre, si Martin Fayulu abandonne ou se résigne à accepter ces résultats, ben c'est fini pour lui. Les Congolais seront certes déçus et Kabila va continuer parce que bon, moi je ne vois pas Félix Tshisekedi comme président. Je vois beaucoup plus la main de Kabila, un Félix Tshisekedi qui va servir de marionnette. Bon, il le voulait, c'est ce qui importe à ses yeux. On ne peut que respecter cela. Félix Tshisekedi va s'accommoder d'un poste de président sans substance, pour répondre votre terme, en étant la marionnette de ceux qui sont au pouvoir? Écoutez, quand j'entends parler les kabylistes, je me pose des questions parce qu'ils ont cette arrogance-là, ils ont une assurance assez incroyable et ils disent clairement qu'ils n'ont pas donné le pouvoir à Félix. Ils parlent de donner le pouvoir, désigner, c'est leur mot, ils pèsent leurs mots. Et ils ne disent pas que Félix est élu. Ils disent, nous lui avons donné le pouvoir pour pour X et Y raison. Donc, je ne crois pas que Kabila va accepter de proclamer Félix président de la République pour ses beaux yeux sans, avoir derrière la tête d'autres ambitions. Pour moi, Kabila n'a pas encore fini, d'exposer ses cartes. Il a encore ses cartes, il a des cartes qu'il garde et qu'il va jouer dans les jours qui suivent. Il semble bien que depuis l'annonce de ces résultats, au niveau international, sauf erreur de ma part, on n'a pas vu de président féliciter Félix Tshisekedi. Il y a eu une sortie du ministre français des Affaires étrangères disant que les résultats n'étaient pas justes ou conformes. Et en même temps, on voit des gens soutenir l'idée que Félix Tshisekedi doit être un bon président à partir du moment où la communauté internationale, les Occidentaux, n'acceptent pas sa victoire. À partir du principe selon lequel, lorsqu'un Africain est adoubé par la communauté internationale, il n'est pas bon pour l'Afrique. Et lorsque la communauté internationale le rejette, c'est qu'il est bon pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je trouve que c'est un raisonnement qui est assez imbécile, excusez-moi l'expression. Je pense que les Africains doivent apprendre à faire des analyses sérieuses, à devenir aussi rigoureux dans leur manière d'aborder les choses. Je suis le premier, moi, à fustiger la communauté dite internationale. Moi, je la fustige toujours et dans mes livres, je le dis toujours. En revanche, quand il faut examiner un dossier, on ne se limite pas à étaler ses insuffisances ou à dire que ben oui, puisqu'on soutient parce que c'est ça. Non, si aujourd'hui la communauté internationale dit qu'il y a eu 6 millions de morts au Congo, alors on nous dit non, c'est pas vrai parce que c'est la communauté internationale qui le dit. Non, il faut être sérieux. La communauté internationale, et je dirais plus particulièrement les pays occidentaux, qui ont dit que ces résultats ne reflètent pas la vérité des urnes, se fient aux chiffres, aux éléments transmis par la Synco. Ce ne sont pas ils n'ont pas inventé ça. C'est une réalité. Les Congolais ont voté pour Martin Fayulu. Maintenant, que les Occidentaux fassent de la récupération, c'est une chose. Mais de là à dire que parce que les Occidentaux reconnaissent la victoire de Fayulu, que Fayulu est automatiquement ou devient automatiquement l'homme de l'Occident, c'est un peu réducteur. Et c'est ce genre de raisonnement qui fait que l'Afrique ne peut pas sortir du trou. Pourquoi? Parce que où il y a des enjeux importants, les gens ne sont pas capables de voir, et où les enjeux ne sont pas importants, les gens vont prêter attention, développer des thèses, des hypothèses farfelues. À ce stade-ci, congolaise, il y a une chose qui est sûre et vraie, c'est que Shadari n'a pas gagné, Félix n'a pas gagné, c'est Fayulu qui a gagné. Maintenant, moi personnellement, je suis contre la vision libérale de l'économie qu'a Martin Fayulu. Mais cela ne m'empêche pas,
moi, de respecter le choix des Congolais. Que je sois d'accord ou pas avec les orientations de Martin Fayulu ne doit ni ne peut m'empêcher de reconnaître qu'il a été élu. C'est ça l'objectivité. Maintenant, si on limite tout le débat ou si on veut réduire le choix des Congolais à une affaire de c'est le candidat de l'Occident ou pas, mais ça montre quand même tout le niveau imbécile que certains Africains ont dans leur manière d'aborder les questions qui les concernent. Je le dis pourquoi? Parce que moi-même, les gens me l'ont dit. Ils m'ont dit, mais Fayulu est l'homme des Américains parce qu'il a travaillé pour Exxon. Vous rendez-vous compte que des gens vous disent que parce qu'il a travaillé pour Exxon, c'est l'homme des Américains. Mais nous avons beaucoup de compatriotes africains qui travaillent dans des grandes entreprises occidentales. Allons-nous faire de ces gens-là des agents des pouvoirs américains? Non, il faut examiner leurs projets, leurs programmes et leurs orientations. C'est seulement en fonction de cela qu'on peut dire que telle personne a telle ou telle tendance. Et il faut aussi examiner et analyser la posture de l'Occident pour être sûr, en fonction des éléments probants, que l'Occident travaille véritablement avec ces gens-là. Je tiens à rappeler qu'on présente aujourd'hui comme l'homme de l'Occident était dans l'opposition. Le même Occident avait imposé Joseph Kabila à la tête de ce pays-là. Aujourd'hui, je vois des gens qui se présentent comme des panafricains affirmer que Joseph Kabila est un panafricain, défendre l'Afrique. Bon, cette manière réductrice, cette ignorance crasse que certains Africains se disant panafricains ont, moi ça me dérange, parce que Joseph Kabila est le fruit des Occidentaux. Il a été imposé contre la volonté des Congolais par les Occidentaux. Il est aujourd'hui de connivence avec le Rwanda et l'idée de partage des richesses du Congo avec le Rwanda n'émane pas des Occidentaux, elle émane de Joseph Kabila et de Paul Kagame lors d'une réunion secrète qui s'est tenue à l'investiture de l'ancien président tanzanien Kikwete en 2005. Où étaient ces panafricains? Aujourd'hui, Joseph Kabila, qu'il présente comme l'homme, le panafricain par excellence, et tout ça, mais cet homme-là envoie des émissaires, dépense des millions de dollars en lobbying aux États-Unis, parce qu'il n'a jamais fermé la porte par rapport à ses anciens maîtres occidentaux. Il est lui-même le sous-traitant du Rwanda qui dépend des mêmes occidentaux. Alors, quand on fait des analyses, il faut être sérieux. Beaucoup ne le sont pas. Ils doivent apprendre et faire preuve de modestie et surtout d'humilité. Quand on ne sait pas, on se tait et on cherche à comprendre les événements. La question congolaise est trop complexe. Excusez-moi ma gloire, j'ai pris un peu de temps. Il faut que les gens arrêtent de débiter des inepties n'importe comment. Il y a plus de 6 millions de morts au Congo. Il est temps qu'on mette fin à cela. Kabila est l'un des artisans de ces millions de morts, il doit partir. Les Congolais ont voté Martin Fayulu, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Moi, je ne partage pas la plupart de ses idées, je le dis, mais je respecte le choix des Congolais qui l'ont choisi. C'est aussi simple que ça. Félix Tshisekedi arrive à la tête du pouvoir avec une coalition nommée CACH, Cap pour le changement, et l'autre leader de cette coalition, c'est Vital Kamerhe. Comment est-ce que vous analysez le rôle joué par Vital Kamerhe dans cette campagne électorale et dans cette victoire de Félix Tshisekedi? On ne peut pas sous-estimer le rôle de Vital Kamerhe, qui est un homme assez versatile, qui parle, comme on dit au Québec, qui dit une chose et son contraire, ou qui dit une chose et fait son contraire, ou qui va prétendre une chose tout en faisant son contraire en coulisses. C'est ça le problème. Vital Kamerhe est un homme qui a perdu tout crédit aux yeux de la majorité des Congolais. Bon, moi je ne suis pas là pour juger sa façon de faire, mais moi je crois qu'il a fait ce qu'il a toujours fait. Il a manœuvré pour se retrouver dans le cercle de pouvoir. Il a réussi. Il avait en face de lui quelqu'un qui est qualifié, excusez-moi, mais d'insuffisant inapte sur le plan intellectuel. Donc, je parle ici de Félix Tshisekedi. Donc, Vital Kamerhe n'a pas eu beaucoup de mal à manœuvrer. Il est d'ailleurs l'un des artisans de l'alliance tacite entre le pouvoir et Cash. On ne peut pas le sous-estimer sur ce point-là. Il a joué un rôle très déterminant dans cette affaire-là, Vital Kamerhe. Alors, il semble bien que le pouvoir en place va avoir de nombreux députés, tant au niveau provincial qu'au niveau national. Dans ce contexte-là, quelle serait la marge de manœuvre de Félix Tshisekedi à la tête du pays? On n'en aura pas beaucoup parce qu'il a été placé là par Joseph pour des intérêts très particuliers.
Euh, Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, c'est la présidence, rien d'autre. Je ne pense pas que ce monsieur ait à cœur l'élection provinciale ou même, je dirais, législative à ce niveau-ci. Il a été proclamé, bien que provisoirement. Ça fait son affaire. Je ne pense pas qu'il va reculer à ce niveau. Il va se contenter de cela. Il va pas regarder. Il va être très peu regardant. Quand on analyse son discours, on comprend très vite qu'il a fait de l'ancien ennemi de l'ennemi de son père, de son défunt père, son allié. Et sur ce point-là, c'est l'UDPS qui n'aura que ce sont les partisans de l'UDPS, pardon, qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Qui est Félix Tshisekedi? Quel portrait on peut dresser de lui? Le fils de son père, un homme opportuniste et prêt à toutes les compromissions pour arriver à ses fins. Pas très flatteur, Patrick Bécrou. Ce sont les faits qui me poussent à le dire. J'aimerais bien être contredit par les faits, hélas. Et quand vous savez, l'article que j'avais écrit en avril 2018 est ressorti et beaucoup de gens aujourd'hui le partagent, plus de 500 partages. Des gens qui m'appellent de partout pour me dire mais comment vous avez su tout ça, mais on a été peu regardant et tout ça, si on le savait, mais malheureusement c'est bien cela. Un moment d'inattention peut coûter très cher à tout un pays. Félix Tshisekedi, il est ce qu'il est. Pour moi, ce n'est même pas un leader. Il n'a pas d'abord le charisme ni l'intelligence de son père. Donc intellectuellement inapte, je ne vois pas ce qu'il peut faire qui puisse sortir le Congo de sa calamiteuse situation. Martin Fayoulou, on a dit de lui qu'il n'avait pas d'assises populaires, qu'il n'avait pas de base. On a vu pendant la campagne électorale qu'il a su galvaniser des foules. Dans l'hypothèse où ces recours au niveau de la Cour constitutionnelle seraient rejetés, comment est-ce que vous voyez son avenir politique dans les 3, 4, 5 années qui viennent? Martin Fayoulou, c'était un peu l'homme du peuple par défaut. Il y a un tel rejet du régime que tout celui qui se présente face à ce régime va être adoubé par les Congolais. Et Martin Fayoulou en est la preuve et l'incarnation. Maintenant, l'avenir va dépendre de sa posture, des décisions qu'il va prendre dans les heures et jours qui suivent. Quelles décisions, par exemple, il pourrait prendre? Mais s'il conteste le résultat et s'inscrit dans une logique insurrectionnelle, contre le pouvoir, je pense la population gardera cela en tête de lui. En tout cas, ça fera de lui un héros, entre guillemets, pour les Congolais. Mais s'il se résigne comme les autres, comme l'ont fait Jean-Pierre Bemba et Étienne Tshisekedi, alors les gens diront, écoutez, c'est comme tous les autres politiciens, on n'est pas surpris. Donc tout dépend vraiment de lui et je crois que les décisions qu'il aura à prendre, notamment sa fermeté, par rapport à la Chine et au pouvoir va peut-être permettre de redorer, ou en tout cas d'ajouter un plus à l'image déjà que la population, que la plupart des Congolais ont de lui. C'est quelqu'un qui est qualifié de combattant du peuple et tout ça. Bon, maintenant, c'est face à l'adversité qu'on l'on reconnaît ou qu'un leader, un véritable leader se démarque. Donc attendons voir ce qui va se passer dans les heures et jours qui suivent. Tout va dépendre de lui, comme l'a d'ailleurs dit Jean-Pierre Bemba. S'il s'impose, s'il maintient cette fermeté, alors les Congolais seront derrière lui et c'est lui qui en sortira gagnant parce que dans ce bras de fer, je ne pense pas que le régime aura raison de la population congolaise qui le rejette. Dans l'immédiat, Martin Fayoulou n'a pas été élu député. Comment est-ce qu'il pourrait exister politiquement dans le cadre de cette coalition au milieu de poids lourds que sont Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui apparemment vont pouvoir revenir au pays à en croire les promesses de décrispation de Félix Tshisekedi? Écoutez, Félix Tshisekedi n'est pas crédible. Aux yeux de tout le monde, il n'est pas crédible. Maintenant, Martin Fayoulou n'est pas élu député. Il y a un problème. En fait, il y a un problème au niveau des élections. Ce sont des élections piège à con. Vous allez remarquer aussi que ensemble, le MLC n'ont presque personne sur le plan pratique, hein, au niveau provincial. Et je pense que ça va être de même au niveau législatif aussi. Donc, Kabila, c'est une réponse de Kabila à tous ces gens-là. Maintenant, si Martin Fayoulou prend le pouvoir, de mon point de vue, il faudra neutraliser tout ce système-là. Ça nous prend
une restructuration en profondeur et cela ne peut se faire avec un parlement des gens qui ont été nommés et non élus par le peuple. Et comment est-ce que vous voyez globalement l'avenir politique, social et économique du Congo dans les années qui viennent? Moi, je pense que tout va dépendre d'abord des décisions qui vont être prises dans les jours qui viennent. Et en fonction de ces décisions, il y aura peut-être des bouleversements, mais il y aura aussi si Félix Tshisekedi finit par quitter ou écarter de ce petit pouvoir provisoire qu'il a et que Martin Fayulu finit par être imposé, non pas imposé, mais oui voilà, imposé à la tête du pays comme le veulent les Congolais. Je pense qu'il va servir pour moi, il ne sera pas le candidat du changement, il sera le candidat de la transition. C'est-à-dire que le Congo est dans une situation telle, une situation calamiteuse telle que le prochain pouvoir véritablement qui incarne véritablement les desiderata du peuple va juste servir de pouvoir transitoire. C'est ce pouvoir qui va permettre au pays pas de se redresser, mais de mettre le pays sur les rails. Et c'est un autre pouvoir qui pourra faire décoller ce pays. Donc je crois qu'il faut encore donner 5 à 10 ans, bon, je dirais 5 ans à 7 ans au Congo pour que les choses se recadrent. Et à partir de ces 7 ans, après, il y aura peut-être un décollage. Mais pour l'instant, la situation est tellement calamiteuse que nous avons déjà besoin de remettre le pays sur le rail parce que le pays est déjà par terre. Donc c'est comme un éléphant qui s'effondre, qui s'effondre. Il faut déjà chercher à le relever avant qu'il ne puisse avancer. Donc le Congo est dans cette situation-là. Patrick Mbeko, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Au plaisir, Bagua. Merci, à la fois prochaine. À la prochaine.